Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue à votre plateau Mag Le Bazar pour vous informer à travers nos analyses et commentaires de l'actualité nationale et internationale, pourquoi pas, de la société congolaise. Le Conseil supérieur de la liberté de communication, dans ses missions régaliennes, venait une fois de plus jouer son plein rôle en mettant en exergue, il faut le dire, un grand principe cardinal de la démocratie, à savoir le pouvoir arrête le pouvoir. Et ceci suite à la mise à plat par ce conseil de la révocation de M. Atongi Ndinga, directeur de la radio et de la télévision Likwala, par le préfet du dit département. Une pratique qui souvent frustre et froisse cette opinion qui n'est pas encore formatée certainement à la culture démocratique. Alors, pour éclairer la lanterne, pour apporter plus d'explications sur le rôle, la mission du Conseil supérieur de la liberté de communication, j'ai invité, en tout cas spécialement pour vous, les hauts conseillers du Conseil supérieur de la liberté de communication. À mon extrême gauche, le haut conseiller Asie Dominique de Marseille. Bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour, Romic. À côté de moi, monsieur Joacin Mbanza, haut conseiller également. Bonjour. Bonjour, mon cher Romuald. Alors, c'est un grand plaisir donc pour moi de vous recevoir sur ce plateau, bien que vous faites souvent violence à votre temps, à votre programme. Au moins une fois de plus, merci à vous et surtout au président du Conseil de la liberté de communication qui vous a rendu disponible pour l'opinion congolaise. Comme je venais de déballer, l'opinion a fait cette information et vous êtes rentré en conclave pour régler un contentieux, et ceci pour la seconde fois. Alors, le problème a porté sur la révocation donc, de M. Atongi Ndinga par le préfet de la Likwala. Pour en savoir plus, nous allons partir d'abord du côté de la régie pour comprendre la teneur donc, de ce problème. Régie, s'il vous plaît. L'affaire relative à la suspension du journaliste Paul Fulmos Atongi Ndinga par le préfet de la Likwala était ce vendredi sur la table du Conseil supérieur de la liberté de communication. Au cours de la plénière du collège des membres de cet organe de régulation des médias, qui a entre autres mission de veiller au bon exercice de la liberté, de l'information et de la communication et d'assurer leur protection contre les menaces et entraves dans l'exercice de leurs fonctions, une analyse de fond en comble de la situation a été faite. Après plus de 2 heures de conclave, le collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication a décidé que le journaliste Fulmos Paul Atongi Ndinga, correspondant de Radio Congo et directeur de Radio Télé Likwala, n'a commis aucune faute professionnelle. 2. Condamne fermement l'abus de pouvoir ostentatoire et les instructions données par le préfet de la Likwala, M. Gilbert Djombo Bomonjo, au correspondant de Radio Congo, directeur de Radio-Télé dans les études de son métier de journaliste. Demande au gouvernement d'annuler purement et simplement la note de service numéro 15, MID-DL-P-CAB du 19 juin 2020, relative à la suspension pour insubordination notoire à l'autorité hiérarchique prise par le préfet de la Likwala à l'encontre du journaliste Paul Fulmos Atongi Ndinga, car celle-ci n'a aucun fondement juridique et porte atteinte à l'article 6, alinéa 2 de la loi numéro 4-2003 du 18 janvier 2003 déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication. Bien avant de statuer sur cette affaire, les membres du Conseil ont observé 1 minute de silence en mémoire des journalistes Chastel Ntinga et Mfumu Fila, décédés. Merci bien, retour sur notre plateau. Alors, je vais commencer avec le conseiller Joachim Mbanza. Vous êtes président de la commission administrative et juridique. Vous êtes chargé à la déontologie éthique et des questions purement éthiques. Alors, comment vous vous êtes saisi de cette question alors que cela n'a pas lieu à Brazzaville? Qu'est-ce qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui vous a amené à vous préoccuper de cette situation?
Bon, tout d'abord, merci bien, mon cher Romuald, d'aller à la source de l'information, comme on dit. Vous vous êtes approché du président du Conseil pour solliciter la présence des membres du Conseil à votre plateau, de façon à expliquer le travail qui se fait et qui a un impact sur la vie professionnelle des journalistes. Alors, vous dites comment nous sommes intéressés à la situation de votre confrère Paul Fulmos Atongi Nzinga, qui est encore toujours correspondant de Radio Congo à Infondo dans le département de la Likwala. Nous ne nous sommes pas intéressés. Au fait, le Conseil s'est penché à examiner cette situation par la procédure de la saisine. Donc, c'est le journaliste se sentant lésé dans l'exercice de son métier, a saisi le Conseil pour examiner la situation dont il se sentait victime. Et donc, une fois que la saisine, donc la requête du journaliste est arrivée entre les mains du président du Conseil, le président du Conseil a soumis cette requête à la commission administrative et juridique chargée de la déontologie et de l'éthique, dont je suis le président, et dont le haut conseiller Asie-Dominique de Marseille est le rapporteur. Donc la commission a saisi cette affaire et évidemment a organisé une session pour l'examiner. Alors, dans cette affaire, la caractéristique était que le requérant n'est pas sur place à Brazzaville, où nous sommes, il est à Infondo, donc c'est quand même loin, il a fallu travailler. Et donc, la commission n'a pu travailler qu'à travers la délégation départementale du Conseil supérieur de la liberté de communication qui est à Infondo. Donc, le délégué départemental a reçu mission d'auditionner le requérant et puis de pouvoir s'approcher des services administratifs de la préfecture d'Infondo pour s'assurer que les faits évoqués par le journaliste étaient véridiques, étaient vrais. Voilà. Et donc, le délégué n'a eu que quelques temps pour pouvoir faire ce travail et il a adressé son rapport au président du Conseil qui a donné ce rapport à la commission pour pouvoir travailler. Et c'est le rapport de la délégation départementale du Conseil supérieur de la liberté de communication à Infondo et la requête du journaliste qui ont permis à la commission d'examiner l'affaire et de pouvoir suggérer au collège des membres, donc les 11 hauts conseillers, y compris les membres du bureau, c'est-à-dire le président, le vice-président, la secrétaire comptable, donc c'est tout ça qui forme le collège pour pouvoir évidemment examiner et adopter une délibération. Donc c'est ce qui a été fait, c'est ce que vous avez suivi à travers les médias. On va revenir tout à l'heure sur les spécificités de cette affaire, mais en gros à peu près c'est cela. Quand vous avez dit que nous nous sommes intéressés, il faut mettre l'accent sur le fait que nous avons été saisis. Et donc nous encourageons les journalistes à chaque fois qu'ils ont des situations qui perturbent leur travail, pour lesquelles ils supposent que ça ne devait pas être comme ça là, par rapport soit à des règlements intérieurs, par rapport à la loi sur la liberté de la presse, ils ont cette capacité, ce pouvoir de saisir le Conseil qui regarde, qui regarde et qui recommande et qui dit ce qu'il y a lieu de faire. Alors, monsieur le haut conseiller Asie-Dominique de Marseille, alors le fond du problème, si vous êtes intéressé, tel que je viens de l'expliquer. Si nous avons été saisis. Voilà, si vous avez été saisis et si vous avez planché sur la question et si vous avez rendu les conclusions, parce qu'il y a eu problème. Le problème, c'est lequel réellement? Qui, vous pensez, vous est en déphasage, en désharmonie avec les règles déontologiques? Bon, merci Romy. Je tiens d'abord à remercier DIAP TV. Nous avons une mission difficile. C'est celle de faire connaître le Conseil
au niveau de toute la population. Les journalistes eux-mêmes qui pratiquent le métier, peut-être n'ont pas la métier du conseil. Nos autorités qui nous dirigent, peut-être n'ont pas la métier du conseil. Et ce genre de plateau, quand notre président nous demande d'aller, c'est pour donner beaucoup d'explications, qu'on comprenne quelle est la mission de cette institution d'État, une institution constitutionnelle. Donc le Congo a voulu avoir une institution, on peut expliquer son fonctionnement. Parce que si on comprend, on ne peut planer dans ces éléments que nous voyons. Le cas que vous prenez, le cas du préfet. Et c'est en cela que je dis merci. Et je lance même l'appel qu'aux autres chaînes de télévision, nous sommes disponibles à venir pour expliquer, parce que, à mon avis, la presse devrait s'intéresser. C'est quand même son cheval de bataille. Quand ça peut être Télé-Congo, ça peut être Vox Tibodi. Monsieur le conseiller, a besoin de vous encore pour un débat. Et c'est parce qu'on va multiplier les débats qu'on comprendra finalement que le rôle du conseil, l'importance de la communication des journalistes. Pourquoi? Et j'insiste parce que quand le peuple, à travers le Parlement, vote cette loi, quand le chef d'État la promulgue, c'est qu'on a trouvé une importance capitale en mettant en place cette institution. Mais est-ce qu'on connaît ce que c'est qu'une institution? La question, c'est même dire, est-ce que le Congo avait réellement besoin de cette institution? Maintenant, venons à votre question. Romik, un journaliste travaille dans le cas précis d'Infondo. Quand il se réveille le matin, il a des événements qu'il peut couvrir, qu'il doit couvrir, je veux dire, parce qu'il dépend de sa rédaction. Quand vous êtes quelque part, savez vos rédactions vous causez. Bon, moi j'ai l'arrivée du ministre. Oui, fais-nous un avant-papier. Tu fais l'avant-papier, tu envoies à ta rédaction. Et comme le téléphone est facile, on voit, la Radio Congo reçoit et diffuse. On dit, bon voilà, nous avons notre correspondant, la radio nationale, allons à Infondo. Ceux qui dans le journal annoncent. Et le journaliste à Infondo dit, voilà, nous annonçons l'arrivée du ministre Colline Makosso, l'enseignement primaire et secondaire de l'alphabétisation, dans la région de la Likuala. Voilà, c'est qui est un avant-papier qui est professionnel. Oui. On doit, bon, comme on dit, on peut faire nous montrer, c'est-à-dire les événements allant dans le même sens. Pendant que le ministre arrive, il y a aussi qu'un lycée qui est prévu par l'État, qui doit être mis en construction dans la première pierre déjà posée. Ce lycée-là, à Epena, il faut le construire. Une partie de la population, composée des Tinimbonjo, se réunit et le chef des Tinimbonjo fait une donation, une quête d'ordre, dit écoutez, nous amenons notre petite contribution. Oui. Ils ont donc remis 50 000, au village c'est pas rien, 50 000, qu'ils ont remis pour que, évidemment, ce soit leur participation. Et le journaliste, dans son reportage, il fait état du ministre qui arrive, il fait d'emblée, et puis il dit, bon, comme par hasard, ça tombe au même moment que la contribution de l'Étienne arrive pour le lycée. Il ramasse tout dans un papier, une belle monture, et il envoie sa rédaction. La rédaction diffuse le 17 mai, diffuse encore le 18 juin, aux éditions de 15h et de 19h. Le préfet n'a pas aimé. Il a convoqué les journées pour dire tu ne peux pas annoncer l'arrivée du ministre dans mon département sans que ce soit moi qui est dans la primaire. Également, tu ne peux pas couvrir un événement organisé par un ressortissant Bonzo. Et il fait la remarque aux journalistes séance tenante dans son bureau en pleine réunion avec les autorités départementales, et il donne mission aux policiers de l'arrêter et de l'incarcérer. La police a écouté et a compris qu'il n'y a pas de faute professionnelle. Après l'avoir découvert sur procès verbal, la police l'a laissé. Et l'explication qu'on donne, c'est quoi? Le journaliste, connaissant qu'il y a le conseil, il a vu le conseil, l'antenne qui est sur place, notre délégation départementale, qui n'obéit qu'au conseil de Brazzaville. Donc c'est notre délégué là-bas. Il n'obéit pas au préfet, vu l'indépendance de la structure. Il voit et on lui conseille de faire une requête. Il fait une requête qu'il envoie et à la délégation et à Brazzaville. Et la délégation saisie nous envoie le dossier. L'explication, c'est quand un journaliste est touché par une mesure qu'il croit discriminatoire, il doit écrire au conseil. Voilà ce genre d'émission pour expliquer. Que vous soyez n'importe où, vous avez été évincé de votre métier, vous avez commis une faute professionnelle, vous êtes puni. Si vous pensez que la faute n'est pas juste, vous écrivez au conseil. Parce que le conseil, c'est l'arbitre. Oui, mais je veux parler comme le commun des mortels a pris à bras le corps, comment ils ont compris cette situation. Est-ce que vous êtes conseiller
vous savez votre rôle, vous le maîtrisez, face à l'opinion globale, l'opinion congolaise. Est-ce que cette autorité, naturellement, n'a pas raison d'agir de la sorte sur un journaliste? Je sais pourquoi je pose cette question, parce que cela est de coutume. C'est là où ça frustre parfois l'opinion. On dit ceci, mais comment un chef n'a pas le droit sur un petit journaliste? C'est ce qu'on nous dit toujours. Alors vous êtes conseiller. Par expérience, je le dis bien, par expérience, n'est-il pas vrai et possible qu'un chef, qu'il soit maire, qu'il soit ministre, qu'il soit ainsi de suite, n'a pas cette autorité d'orienter, voilà, d'orienter par exemple le journaliste et de sanctionner à la fin? La question vous est posée. Oui. Merci bien de soulever cet aspect du travail des journalistes. Et c'est là où justement ceux qui accèdent aux responsabilités publiques, vous voyez, se situe l'enjeu. Il faut savoir que le principe de base de la démocratie, c'est que la presse est libre. Hein? La presse est libre et la presse est indépendante. La presse, c'est le principe de base. Vous ne trouverez jamais dans une démocratie pluraliste une presse qui soit soumise à un autre pouvoir. La presse est libre. Et notre pays a adopté ce principe de base, ce principe sacré. Et la loi numéro 8 commence pratiquement par ça. C'est le libre exercice de la liberté de la presse. La presse est libre. Mais quand on parle de la liberté de la presse, ça ne veut pas dire que la presse est au-dessus des lois, ça ne veut pas dire que les journalistes sont autorisés à faire n'importe quoi. Non. Cette liberté de la presse est encadrée. Elle est encadrée par des lois, elle est encadrée par des textes réglementaires, des décrets et peut-être même des arrêtés. Elle est encadrée au niveau institutionnel, d'où la mise en place du Conseil supérieur de la liberté de communication, qui a la mission de réguler l'exercice de la liberté de la presse. Pour faire simple, c'est comme un arbitre sur le terrain. L'arbitre a la mission de réguler le déroulement du match, de telle sorte que quand un joueur tacle un autre, l'arbitre siffle et donne la balle au joueur qui a été taclé, parce que l'adversaire a fait usage de violence, d'un mauvais jeu. Et l'arbitre siffle, donne la balle au joueur qui a été taclé, et donc l'avantage à lui. C'est le rôle du Conseil supérieur de la liberté de communication, réguler l'exercice de la liberté de presse, de telle sorte que personne d'autre, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau de l'administration, ne peut punir un journaliste par rapport au travail, au contenu de son travail. Personne d'autre. Si vous vous êtes senti, en dehors évidemment de sa hiérarchie rédactionnelle, en dehors de sa hiérarchie, c'est-à-dire que son directeur de rédaction peut dire que non, tu as mal fait ton reportage, moi je te retire. Ça évidemment c'est sa fonction. Mais quelqu'un d'autre, un ministre, un directeur général ne peut pas venir pour dire que tiens, j'ai suivi dans tel média un reportage qui a mal parlé de nous, appelez-nous ce journaliste-là, on doit le punir. Ou bien allez-y l'arrêter. Non, ça n'existe plus. On fait recours au Conseil. D'abord. Voilà. Non, pas d'abord, on fait recours au Conseil. C'est le Conseil qui a la mission de regarder si le journaliste a mal fait, il y a une faute professionnelle, le Conseil prend une sanction
contre ce journaliste. Et il y a eu une panoplie de sanctions. Ça peut même aller à la perte de l'emploi, hein, vous savez. Merci bien, monsieur le conseiller. Oui, monsieur. Vous avez posé une question capitale. Le président de la commission l'a expliqué, mais pour des besoins de pédagogie, absolument, on peut aller au plus bas. Je voulais le dire. En fait, nous sommes là déjà dans la pédagogie de la chose. Au plus bas. Il faut qu'on comprenne. N'importe quelle autorité a la même issue ses administrés. Le maire peut sanctionner, le préfet peut sanctionner, le ministre peut sanctionner. C'est permis. Mais dans l'exercice du métier du journalisme, parce que quand vous travaillez, il y a le côté professionnel, le côté administratif. Absolument. Le côté professionnel, reposant sur l'éthique, la déontologie, bref, sur la pratique du métier du journalisme. Aucune autorité ne sanctionne sans se référer au Conseil. Qu'est-ce qui a donné ce pouvoir au Conseil? C'est le peuple congolais à travers la loi organique, en créant le Conseil supérieur de la liberté de communication. Pourquoi? Et parce que le domaine de la communication est tellement capital, important, c'est un maillon capital, qu'il ne faut pas laisser à la vérité de n'importe qui. Puisque la démocratie repose sur 3 piliers fondamentaux. 1, l'état de droit, tous les citoyens sont égaux devant la loi. 2, le suffrage universel, pour avoir le pouvoir, il faut aller aux élections. Et 4, la liberté d'expression. Et 3, la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est même le maillon capital de la démocratie. Or, la liberté de la presse, c'est le maillon phare de la liberté d'expression. Absolument. Alors maintenant, si la liberté d'expression, la liberté de la presse contribue à cimenter la démocratie, à faire évoluer un État, les autres à l'extérieur vous jugent. Le niveau de la démocratie dans les pays africains, le baromètre principal, c'est la liberté. Et surtout la liberté de la presse. Alors, on a compris ça. Et tous les pays qui ont fait la démocratie ont en leur sein l'institution qu'on appelle Conseil supérieur de la liberté de communication. Nous, on appelle Conseil supérieur de la liberté de communication. En France, c'est le CSA. Ailleurs, il y a plusieurs noms. Pourquoi les États ont accepté cette institution? Mais parce qu'elle doit jouer un rôle capital dans l'évolution sociale d'un pays ou d'une société. Alors, mais si vous avez une matière aussi capitale, est-ce qu'on peut lui donner une indépendance? Oui. Créons une structure qui va veiller sur le bon fonctionnement de cette matière sans qu'il y ait des pressions extérieures. Du coup, on crée le conseil, on lui dit tu es indépendant dans la décision, la pratique du métier du journaliste. S'il y a faute, c'est toi qui dois te prononcer pour dire oui, là il y a faute, là il n'y a pas faute. Pourquoi on le dit? Rejoindre ta question. Oui. Imaginez que comme le cas d'Ifondo, le préfet qui dit tu ne peux pas annoncer l'arrivée des ministres sans que ce soit moi. Le journaliste nous tient, il a sanctionné. Nous regardons. Est-ce que dans la pratique de la profession, le journaliste pour faire son métier, doit-il se référer au préfet? Non. À Brazzaville, quand on va faire son reportage, demande d'abord à Sébert et Bégo, au Boko Nagasi, on va découvrir l'événement. Non. On demande au maire de la ville, est-ce que nous pouvons aller couvrir l'événement? Non. Même pas au ministre ou au chef de l'État. Donc le journaliste, quand il travaille, il sait où commence son boulot, où il s'arrête. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation du maire de la ville, du préfet, non. Le sujet retenu par sa rédaction, couvre-nous l'arrivée du ministre. Quand il a entendu cette rédaction, n'attend pas que le préfet lui donne l'autorisation. Alors il y a là le préfet qui sanctionne. Nous avons dit qu'il n'y a pas faute professionnelle, la sanction n'est pas valable. Alors tu comprends l'importance de notre mission. Alors est-ce qu'en ce moment-là, le préfet qui sanctionne n'a pas raison parce qu'il n'y a pas de faute professionnelle? Or, excuse-moi, si nous ne mettons pas d'arbitre au milieu, n'importe qui peut abuser comme il veut. Je reviens sous notre forme capitale. Le directeur de la communauté de l'information ou même le DG peut sanctionner son journaliste à condition que la faute professionnelle soit avérée. Parce que s'il sanctionne, je prends un exemple, le directeur général de Télé Congo ou le DI de Télé Congo peut dire tel journaliste, je le sanctionne. Le journaliste peut nous saisir pour dire j'ai été sanctionné par ma direction. Nous regardons la faute, non? Si la faute s'est avérée juste, nous confirmons la sanction du directeur. Voilà. Oui, vous avez commis une faute professionnelle, le DG a raison de prendre une note qui vous suspend. Mais si la faute n'est pas commise, la faute est imaginaire, n'est pas établie. Nous disons non, monsieur le DG, votre faute n'est pas établie, remettez-le en fonction. C'est le caractère indépendant de cette institution. Si on ne met pas ce caractère, un ministre peut dormir chez lui. Vous avez fait un reportage, dire qu'il n'a pas pris au ministre débat. Ouais, Rémi Kokilas, mettez-le moi en prison.
Voilà ce qu'on ne veut pas. Non. Monsieur le ministre, vous avez été indisposé par DIRTV, oui. Écrivez une requête déposée au Conseil. Le reportage qui est passé à DIRTV faisait état de mon ministère, il n'a pas honoré, m'a indisposé, a mis en mal ma profession en personnalité. Alors, je vous demande de regarder cette affaire. Mon conseiller, mais il y a problème. Il y a problème. Je réalise avant tout la lourde charge que vous avez. Vous êtes l'une des dernières institutions à pouvoir vraiment rentrer en plein dans le jeu démocratique. Oui. Et la charge qui est la vôtre à travers votre déballement me paraît lourde. Lourde d'abord en face de toute l'opinion congolaise qui n'était jamais aiguisée à cette manière de faire, à cette culture et à la classe politique qui travaille proche de nous, journalistes. Nous fouinons dans les politiques. Et ceci se passe souvent entre les journalistes et le politique. Et également au niveau du journaliste en tant qu'individu. Parce que quand vous déballez, je me pose la question, est-ce que le journaliste réalise ceci? Est-ce qu'il le comprend? Mais lorsque le politique, qui est patron de la gestion, et lorsque le journaliste qui devait accompagner, et lorsque l'opinion qui devait bénéficier ne comprend pas encore ce rôle, ou commence à le comprendre petit à petit, et chaque fois que vous agissez, ça crée des frustrations. Quel est alors votre rôle vis-à-vis du politique d'abord? Une façon de dire, qu'allez-vous faire vis-à-vis de la classe politique congolaise? Quel est votre travail? Et quel est votre travail vis-à-vis des journalistes? Parce que je sais pourquoi. Il y a des journalistes qui pensent autrement. Est-ce, deuxième question, est-ce parce que nous drainons encore les vieilles tares de l'ancien système? Voilà, vous êtes des anciens. Vous savez bien ce qu'était la presse hier. Mais quand je fais le rapport à ce que vous expliquez, c'est vraiment le jour et la nuit. Quelle est votre mission vis-à-vis de l'opinion congolaise, M. Banza? Elle est lourde, hein? Mais oui, la mission est lourde. Il s'agit de faire que l'exercice de la liberté de presse ne soit pas, j'allais dire, le couloir par lequel le mal va arriver à notre démocratie. Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile, justement, à cause des cultures. Voilà. Et là-dedans, heureusement, il y a des exemples. Voyez-vous, le génocide qui s'est passé au Rwanda n'est pas un fait du hasard. Il y a eu toute une contextualisation. Et malheureusement... Politique, il faut le dire. Politique. Et les médias ont joué un grand rôle. 1000 collines. Symbolisé par la radio, 1000 collines. Vous savez, avant le génocide, quand vous suivez les émissions, les commentaires, le tribalisme, la haine tribale que cette radio était en train de diffuser, indiquait que ce pays allait vers un mur. Voyez-vous? Et donc, quand on laisse les médias parler des questions ethniques, ainsi de suite, comme ça là, mais c'est dangereux pour la vie d'une nation. Il faut que les gens le comprennent. Moi, je donne toujours l'exemple du code de la route. Demandez aux automobilistes, est-ce qu'ils sont libres de circuler? Ah non. Hein? Ah, mais ils sont libres de circuler puisqu'ils quittent un point A pour arriver à un point B qu'ils ont voulu. Donc ils sont quand même libres de circuler. Et pourtant, vous savez très bien que la circulation automobile est très très réglementée. En plus, vous avez tout un service de police qui regarde s'il n'y a pas un automobiliste qui conduit mal, qui se met à gauche alors qu'il doit se mettre à droite. Voyez-vous? Donc cela, c'est pour éviter les accidents, c'est pour faire que la circulation automobile soit fluide. Et l'État le fait pour préserver la vie de ses citoyens. Autrement, il y aurait chaque jour, encore qu'il y a des accidents, mais enfin, c'est l'effort. Et donc, dans le domaine de la communication, c'est cela. On met une institution qui a à la fois un rôle de gendarme, un rôle conciliateur,
un rôle de sensibilisation, c'est ce que vous êtes en train de dire, parce que bon, malheureusement, dans les années passées, le Conseil n'était pas tellement dans la sensibilisation. Voilà. Donc nous avons demandé à ce que ce rôle soit renforcé. On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais nous savons tous la réalité. La réalité est que malheureusement, beaucoup de citoyens ignorent les lois qui gouvernent l'organisation de la vie en société. Voyez-vous? Donc, le Conseil n'a pas été mis par hasard. Il relève, son existence, sa création relève de la Constitution. Donc, il faut que les journalistes, les citoyens le savent. Et en plus, il y a tout un cadre juridique qui est fait de lois et de textes réglementaires que les journalistes ne doivent pas ignorer. En plus de cela, on a mis en place, les journalistes eux-mêmes ont adopté un code de leur travail. C'est le code déontologique et éthique. C'est-à-dire que toutes ces règles morales qui gouvernent à l'exercice de leur métier. Donc, tout journaliste qui travaille, qui exerce ce métier, tout responsable de presse, quelqu'un qui est directeur de publication, qui est directeur général d'un média, doit avoir ce texte sur son bureau. Absolument. Parce qu'on parle ici de ses responsabilités par rapport aux journalistes. Les journalistes ne doivent pas l'ignorer. L'ignorer, c'est se mettre vraiment en danger. Parce que vous allez prendre des décisions qui, si une fois elles arrivent sur la table du Conseil, le Conseil va prendre des décisions. Donc nous, quand nous travaillons, nous examinons les dossiers, nous travaillons sur la base des textes dans le code de déontologie adopté par vous-même les journalistes aux assises l'année dernière. C'est vous-même qui l'avez adopté. Nous travaillons sur la base d'une procédure, d'un manuel de procédure. Donc la commission ne se réunit pas n'importe comment. Donc nous respectons les procédures qui sont mises en place. C'est pour cela qu'au début de l'émission, je vous parlais de la requête du journaliste Paul Fulmos Atongi Ndinga. S'il n'y avait pas la requête, le Conseil n'allait pas se pencher sur cette situation. Bon, il y a aussi la procédure d'autosaisine, à moins qu'évidemment le président, justement, déclenche la procédure d'autosaisine. Donc les journalistes doivent le savoir. Et nous travaillons aussi sur la base de notre règlement intérieur. Nous sommes une institution et il y a un règlement intérieur qui définit nos rôles, ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Mais ce qui me paraît paradoxal, excuse-moi, je vais poser une question, comment on va faire en face des politiques? Absolument. Mais remettre la situation est simple dans notre pays. Et j'ajouterais, avant que vous continuiez, c'est quand même paradoxal pour nous journalistes et pour l'opinion de comprendre qu'il y a des politiques, je dirais même la plupart, je me permets de le dire, certains d'ailleurs, ont dit pourquoi ils ont du mal à comprendre comment fonctionne et votre institution et la presse. C'est là mon problème. Oui, j'étais en train de vous reprendre, je dis Romy Kokilas. Quand un chef d'État fait un décret, a fait de vous haute autorité militaire ou civile, parce qu'on dit le chef d'État nomme haute autorité militaire et civile. Décret. Romy, s'il vous plaît, je ne vais pas faire un jeu aux autorités de mon pays. Il faut vous nantir de tous les textes qui font fonctionner votre État. Comment vous pouvez être voir assis, ministre? Vous ne vous dites même pas, quand je prends la Constitution, du préambule jusqu'en bas, il y a des titres. 15e titre, Conseil sur la liberté de communication. 16e titre, les droits de l'homme. 17e, donc les institutions sont là. Je les lis, bon, je prends mon conseil juridique. En fait, j'ai été nommé à une fonction. À toi de lire, c'était pour me conseiller dans mon action. Vous m'écoutez, Romik? Je prends un conseiller en communication, mais un conseiller également juridique. Regardez-moi l'armada de notre constitution, je suis devenu autorité, j'ai été nommé. Il me faut respecter les textes qui vont fonctionner mon État. Il peut regarder, j'ai un problème avec un journaliste, dit monsieur l'autorité, je suis ton conseiller en droit et ton conseiller en communication. S'il y a un problème avec le journaliste, le Congo a mis en place une institution voté par le Parlement, promu par le chef de l'État, qui dit que tu ne peux pas censurer les journalistes, écrit au Conseil. Vous voyez comment je renvoie la balle aux autorités qui, nommées, n'arrivent pas à s'entourer de toutes les garanties de comprendre les textes qui régissent leur État. Donc nous, au Conseil, on est obligé de nous mettre à expliquer. Ça fait 17 ans que le Conseil existe. 17 ans.
Et vous avez encore des ministres qui s'amusent de haut de leur fonction, mais c'est le journal dehors. Mais non! S'il avait lu les textes, comment vous êtes ministre, vous ne vous entourez pas des aéropages des textes concernant votre pays. Alors, si vous le savez, si vous le savez, vous ne pouvez pas agir ainsi. La preuve en est qu'il y a des hautes autorités de ce pays qui l'ont su, qui nous ont écrit, indexés par la presse. Ils ne sont pas partis les prendre, les emprisonner. Ils n'ont pas décidé du haut de leur fonction. Ils ont écrit honnêtement à la commission. Des hautes autorités, je tais le nom, qui occupent des hautes fonctions, qui ont écrit et qui se sont présentés à nous, que nous avons écouté sous procès verbal, qui sont rentrés chez elle et nous avons appelé le journaliste concerné, on lui a dit ce qu'il faut. Cette autorité-là a été nommée par le chef d'État, maîtrise les textes de la République. Il faut qu'on soit dur, mettez les textes. Donc vous me posez une question pour laquelle ce sont aux autorités de mettre les textes. On t'a nommé ministre, prendre des conseillers, regarde, le pays fonctionne comment. Autrement dit, tu t'assois chez toi. Bon, moi je fais ceci du journalisme. Mon frère, quand quelqu'un a volé chez toi, a tué chez toi, la loi dit quoi? Va porter plainte. Tu dis pas, bon, moi je prends le couteau, il est où? Je m'en vais le tuer. Il est le compteur. Quand il a une violation en termes d'élection, tu n'es pas content, on fait quoi? On va à la Cour constitutionnelle. Mais tu dois maîtriser ça, non? Alors tout le problème... Alors maintenant, je vais en terminer. Ça, c'est les autorités politiques qui m'ont posé la question. Mais les journalistes, c'est la même chose. Vous êtes journaliste. Mais ayez en tête quels sont les textes de la République qui régulent, qui régissent mon métier. Les textes. 1. J'ai la loi sur la presse, la loi du numéro 8. J'ai la loi organique qui est le Conseil supérieur, qui son organisation, sa composition, son fonctionnement. J'ai l'éthique, la charte des journalistes. Je dois maîtriser ces textes-là pour que je sache comment fonctionne mon pays. Ils sont sur leur école. À l'école, on n'a pas appris les textes, ces textes-là, mais ils doivent s'entourer de ça. Quand vous le voyez aujourd'hui, vous savez ce que le rôle du conseil. Vous savez même ce que ça veut dire. Quels sont les textes que le Congo a mis en place pour faire fonctionner votre métier. Bon, vous êtes journaliste. Pour vous, c'est fini. C'est entre 4 minutes, vous avez fait votre édition, vous rentrez à la maison. Mais le problème, la méconnaissance de la chose. Mais le problème au niveau des journalistes, il faut le dire, je le disais tantôt, vous êtes des aînés, vous avez cette expérience. Lorsque nous sortons de l'ancien système, à nous, la presse, je sais, est toujours fille de son idéologie. La presse est fille de chaque idéologie. Mais lorsque nous balançons dans ce régime, mais personnellement, journaliste, comme ce que je suis, je constate que les réflexes restent les mêmes, jusqu'au niveau des journalistes. Tenez, un journaliste qui travaille dans un cabinet, il est journaliste, consultant par exemple auprès d'un ministre, auprès d'une autorité, donc il a sur sa tête le pouvoir de sa tutelle, de cette tutelle, et la déontologie. Mais c'est pas facile, monsieur Aziz, c'est pas facile, monsieur Batz. Mais c'est-à-dire que il n'y a pas... qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas de contradiction. C'est beaucoup plus, comme vous l'avez dit au départ, un problème de culture démocratique, de culture déjà de manière générale, de culture démocratique, puisque nous sommes dans un contexte démocratique. Vous avez dit que nous avons quitté un système. C'est le système du parti unique que nous avons quitté et nous sommes entrés en démocratie. Et dans ce système, ça fait quand même, on est 3 décennies, que nous sommes, donc plus d'une génération, que nous sommes entrés en démocratie. Et on constate toujours ce côté déficit démocratique, que ce soit au niveau de la classe politique, de la presse, ainsi de suite. Mais au niveau de la presse, il y a beaucoup de choses préoccupantes. J'espère qu'on finira par relever le niveau de la presse en mettant un peu d'ordre, un peu de toilettage, dans ce sens que dans ce métier arrivent des acteurs qui ne l'ont jamais appris, donc qui viennent et qui l'exercent au mépris des règles déontologiques, des textes juridiques qui encadrent ce métier, et des acteurs qui veulent se passer pour des grands donneurs de leçons parce qu'ils font des analyses politiques et tout, alors que même de leur propre expérience, il n'y a rien qu'ils peuvent opposer pour faire d'eux des gens qui peuvent donner des leçons aux autres. On a ce problème-là. On a des cadres qui ont été bien formés, qui connaissent bien le métier, mais qui sont parfois confrontés justement à des autorités
rédactionnels qui parfois les induisent en erreur ou les contrarient dans l'exercice de leur métier. Parce que lui, il veut faire suivant la règle, mais son chef ne veut pas. Voilà, l'indice. Donc il y a parfois, une volonté. On a des cadres comme ça là qui veulent bien faire leur métier, mais qui sont confrontés à des situations d'avoir des chefs, j'allais dire, politiquement zélés. Passez-moi l'expression et tout. Vous savez, l'exercice démocratique, la vie démocratique va toujours mûrir, elle va toujours bien s'asseoir dans le pays, dans la société congolaise. C'est un processus. Donc, qu'on soit acteur, journaliste, citoyen, intellectuel, ainsi de suite, nous avons à gagner, à connaître, à faire reculer l'ignorance. De toute façon, vous savez, j'aime bien la formule des artistes, quand ils disent en lingala, Kozanga Koyeba Ezali wa Ndambo. Vous voyez, c'est l'ignorance est un danger que tout citoyen, que tout homme doit éviter. Et je crois que la première qualité d'une culture intellectuelle, ou les deux premières qualités d'une culture intellectuelle, c'est la curiosité et la modestie. Et la modestie. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours faire croire qu'ils connaissent. Voilà. Qu'ils n'ont pas envie de lire, de connaître. Ça a été adopté par des journalistes congolais. Qu'est-ce que je vais avoir là-bas et tout. C'est des têtes bien remplies, semble-t-il. Ils ont fait telle académie. Mais le pays est dans l'état où il est. C'est un état. Voilà. Et donc, les instruments qu'ils se donnent, je crois qu'il faut avoir la modestie de les connaître, de bien les connaître et de savoir les appliquer. Si vous voulez être, justement, vous voulez être un grand journaliste, vous voulez être quelqu'un qui brille dans son métier. Et donc, franchement, je voulais dire, on a cette question de sensibilité, de remettre de l'ordre. Nous avons, le Conseil a institué une carte professionnelle de presse. Je crois qu'on va pouvoir travailler. Il y a une commission au niveau du Conseil qui est chargée de cela. Et donc, à un moment donné, on va systématiser la carte professionnelle de telle sorte qu'un journaliste qui n'aura pas sa carte professionnelle ne pourra pas exercer. Dans ce sens que le Conseil va donner la consigne, va appeler les institutions, les administrations à faire de telle sorte qu'elles ne pourront inviter des journalistes que ceux qui ont leur carte professionnelle. Que ceux qui n'ont pas de carte professionnelle ne puissent pas accéder. Mais voilà. Donc on va y arriver. Il va se poser un problème, c'est là où on va pouvoir, comme on dit, séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà. Donc il y a ce grand travail-là à faire. Et c'est un métier, c'est vrai, qui peut s'apprendre sur le tas. Il faut avoir la modestie de l'apprendre, de connaître ses règles éthiques et déontologiques pour bien l'exercer. Parce qu'il ne faut pas se servir de ce métier avec l'intention derrière de vouloir régler ses comptes et faire du mal aux autres. Vous allez me permettre en tout cas de vous poser cette question. Le Congo est presque au dernier virage de la présidentielle. Et lorsqu'on parle présidentielle, on parle classe politique congolaise qui est en mouvement. Et je vois souvent le président du Conseil monter souvent au créneau sur la régulation. On parle souvent de régulation. Et je me disais déjà, l'homme va se lever bientôt. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas prévoir un travail avant qu'on y arrive vis-à-vis de la classe politique? Je vois l'exemple que nous sommes en train de lire. C'est incongru, chers téléspectateurs. C'est incroyable qu'un préfet, je le dis clairement, un préfet, celui qui incarne la démocratie dans un département, qui aura, il faut le dire, un regard naturellement sur la présidentielle dans ce département. Et le pays attend de lui la réussite du déroulement. Mais si telles sont les attitudes, si telles sont les réactions, un haut préfet qui oublie le rôle de la presse, et de sur quoi d'une institution, mais c'est scandaleux. Si déjà le préfet le fait, je suis journaliste, bon nombre de politiques sont habitués. Ils ne comprennent pas le rôle de la presse. Ils ne comprennent pas le rôle qui est le nôtre. Alors, en ce moment-là, que comptez-vous faire? Oui. Voyez-vous, vous avez posé cette question un peu comme tout le monde la repose.
Je vous pose la même question, Romy. En fait, je viens au même constat. Et je sais que l'émission est super Romy. Romy, quand vous êtes nommé aux fonctions, Romy, mais adaptez-vous à l'évolution de votre pays. Le chef d'État du Congo a donné à ce pays une loi sur la presse qui est une loi formidable. Les pays limitrophes continuent à incarcérer leurs journalistes. Il faut dire un grand prix. Hein. Un grand prix. Oui. Je m'en vais, là, je vous sortir de vous dépoussiérer le domaine de la communication. Dans les pays limitrophes, on met encore des journalistes en prison. Oui. Le Congo est l'un des premiers pays africains à dépénaliser les délits d'opinion, délits de presse. Délit de presse. Il n'y a plus de peine d'emprisonnement. Et pour le faire, on était l'un des premiers pays africains à le faire. Voyez comment le président de la République tient à ce que sa démocratie ait les leviers qu'il faut. Quelle est cette démocratie des leviers? Ça, c'est un premier levier. Deuxième levier, il nous faut un conseil sur les médias de communication qui se trouve une entité administrative indépendante, de telle manière que le travail des journalistes soit facilité et le travail de politique aussi soit facilité. Parce que je vous donne la preuve. Si le journaliste apprend bien son travail et qu'il le fasse de manière correcte, mais le politique n'aura plus rien fait, il n'y a plus de dérapage. Absolument. Parce qu'il aura fait son travail de manière correcte. Si de l'autre côté, le politique comprendra que non, il y a la liberté de presse. Je ne peux pas, moi, parce que je suis ministre, embêter un journaliste qui leur a dit la vérité. Le pays gagnerait en démocratie. Et ça, le chef d'État nous a donné les armes. Il vous donne une institution indépendante, en dehors de la loi déjà, qui dépénalise les délits de presse. On ajoute une institution indépendante, c'est-à-dire, et la autorité dit à un ministre, à une autorité, comme tu as dit le préfet, on ne fait pas comme ça. Voilà l'institution. Alors quand vous avez un pays qui adore ce genre de texte, vous êtes une nommée de fonction. Mais de grâce auquel je reviens là-dessus, lisez les textes de la République pour ne pas paraître nul. Excusez-moi. Lisez les textes de la République pour ne pas paraître nul. Quand vous les lisez, vous avez des conseillers. Si vous êtes donné préfet. Mais faites-vous un conseiller juridique, faites-vous un conseiller en communication. Vous êtes nommé ministre. Et il y a un conseil, les conseils qui doivent vous aider à faire votre travail. Ça va vous éviter encore des conseils qui soient brillants, capables de dire à son autorité. Là, on est mal parti là. Vous avez des conseils, quand il parle, l'autorité balaye de la main. On l'a plus conseillé pourquoi? Et voilà que vous avez des autorités comme ça. Mais ces textes, nous ne les créons pas maintenant. C'est le texte qui existe. On vous a dit le conseil à 17 ans. Pour nous devons encore faire un travail de pédagogie. À notre niveau, tous les ministres qui sont nommés là, toutes les autorités maîtriseraient déjà les textes et notre travail serait facile. Aujourd'hui, nous avons encore des ministres qui disent mais non, on ne sanctionne pas. Mais vous n'avez pas le droit de sanctionner. Le législateur a donné ce droit au conseil sur la liberté de communication. Si je suis nommé à la haute fonction, mon conseil juridique me le dit parce que je le lis moi aussi. Ah, si j'ai un problème avec la justice, c'est ça. Si j'ai un problème sur l'élection, c'est ça. Si j'ai un problème avec la paix, c'est ça. Quand j'ai déjà lu ça, je ne me comporte pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine qui casse comme il veut. Je me comporte en cas de craque parce que le chef d'État a mis un décret, monsieur a ajouté une telle fonction. Il faut que je monte la hauteur de la fonction qu'on m'a donnée par mes actes brillants et non des actes d'obscurité. Et voilà le problème. Puisque vous êtes étonné, pourquoi ailleurs ça ne se fait pas? Pourquoi ailleurs cette liberté existe? Pourquoi nous envions la presse occidentale? Voilà. Ce côté-là, mon frère, nous devons faire un effort de donner, écoutez-moi bien, une légitimité sociale à notre presse. Une légitimité culturelle. C'est-à-dire chez nous, qu'on sache que oui, le journaliste est un métier respectable par la société. Et qu'il devient même une culture. Ayant la culture de presse. Ah, la presse l'a dit dans ses séries. Est-ce que la presse a dit la télévision? Est-ce que c'est vrai? Ah non, c'est pas vrai. Comme si ceux qui travaillent là-bas n'ont pas appris le métier. C'est ce que j'appelle moi légitimité culturelle et légitimité sociale. Et quand nous l'avons donné, nos politiques peuvent dormir tranquille parce que quand vous lisez les titres là, de nos journaux privés, mais c'est des titres gonflants, ronflants, comme vous lisez dedans, il n'y a rien de bon. Si nous allons assainir ce milieu, on donne un contenu culturel et social. Le policier va se sentir à l'aise quand il lit le titre, il va lire dedans, c'est bon. Parce qu'on aura assaini le milieu, parce qu'on l'aura corrigé. Et le fait d'assainir le corriger, ça rend service d'un côté aux journalistes. On va dégager la maison des brebis galeuses et ça va donner un peu une avancée au gouvernement qui dit oui, dans mon pays, quand la presse, un des trucs qui a dit quand il achète le journal, il est fier. Quand il est sur la télévision, il est fier. Quand il est sur la radio, il est content parce que les gars sont formés, ils sont brillants. Le conseil a fait un travail de toilettage important. Merci. Alors, et comment ça? C'est simple pourtant. Alors, pour chuter, monsieur le conseiller Mbanza, que dites-vous finalement? Mais ce que nous allons dire et nous n'allons cesser de dire, c'est tout simplement de connaître la loi. Il faut connaître la loi.
que le Conseil va continuer à travailler dans le souci de relever le niveau de notre presse, de renforcer l'indépendance des journalistes et également la qualité, évidemment, de leur travail. C'est un travail de longue haleine, c'est pas facile, vu un peu les habitudes qu'on a accumulées et qui parfois ne sont pas des habitudes qui honorent le métier. Il y a la question de l'accès aux sources d'information qu'il nous faut aussi régler, parce que souvent, dans les administrations, on regarde la presse avec beaucoup de méfiance. Mais les gens ignorent qu'il y a une loi qui existe aujourd'hui qui donne un grand pouvoir à la presse. C'est la loi numéro 10-2017 sur la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Cette loi-là donne à la presse le pouvoir d'accéder aux sources d'information en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Lisez cette loi, vous allez découvrir votre pouvoir. Mais c'est autant de choses que nous allons faire connaître pour que chacun, que ce soit nos responsables, nos dirigeants, la classe politique, les journalistes, l'opinion, le peuple, les populations puissent être contents, que tout ce monde-là soit content du niveau de leur presse. Ce ne sont que nous, Congolais, qui allons donner une bonne qualité, un bon niveau à notre presse. Donc je crois que c'est le travail qu'on essaiera de faire, nous, ceux qui nous ont précédés, évidemment, nous et ceux qui vont nous suivre dans cette responsabilité. En tout cas, la responsabilité incombe tout le monde, comme viennent le dire les deux hauts conseillers, Joachim Mbanza et Asie Dominique de Marseille. Mais à Magle Le Bazar de dire ceci, n'est pas civilisé qui le veut, n'est pas démocrate en tout cas qui le veut. Nous avons opté pour un État démocratique. Chacun de nous porte cette responsabilité, mais ceci nous interpelle à connaître tel qu'il vient de le dire, à comprendre tel qu'il vient de le dire, et à agir tel que nous l'avons voulu et tel que nous l'avons voté. C'est la Constitution. Désormais, je pense que le journaliste congolais, je me permets de le dire, le journaliste congolais prendra à bras le corps ce combat, qui n'est pas humain, qui n'est pas individuel, mais c'est un combat pour la République. C'est un combat pour le triomphe de la liberté, de la presse et surtout de la démocratie. Et aux politiques d'aider ce pays à comprendre le rôle du quatrième pouvoir. Et certainement d'accompagner cette fois-ci ce quatrième pouvoir afin que triomphe la démocratie, afin que triomphe la liberté, afin que le Congo, n'est-ce pas, puisse être reconnu dans la sous-région comme étant un État modèle. Au-delà de ça, en tout cas, je vous dis simplement merci. Et merci surtout au président du Conseil de la liberté de communication, en tout cas qui vous a rendu disponible, ce qui n'était pas facile. Et nous continuerons donc à mener ce travail pour l'édification, je dis bien, de notre société. Pour l'édification de notre société. Prochainement, je recevrai sur ce plateau des directeurs des chaînes de télévision, j'irai les chercher, Télé Congo, Vox TV et Diar TV, pour débattre de cette question. Et peut-être, prochainement encore, ça serait avec les directeurs des informations, aussi bien les politiques. En tout cas, au revoir, bonne rentrée, et au revoir, chers téléspectateurs, à la prochaine fois. Merci.